Le soleil se levait doucement sur les routes poussiéreuses du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré, revenant d'une inspection aux frontières, se dirigeait vers Ouagadougou, entouré de son convoi blindé. Tout semblait paisible, presque ordinaire. Mais au moment où la colonne approchait du pont de Samandéni, jeté sur les eaux sombres du fleuve Mouhoun, le destin frappa. Une fillette surgit soudain au milieu de la route, pieds nus, serrant contre elle un dessein enfantin. Les gardes s'agitaient, prêts à intervenir. Pourtant, Traoré fit signe d'arrêter. Intrigué, il descendit du véhicule, s'approcha, puis s'agenouilla pour lui parler. Le silence de la campagne enveloppait la scène. Alors, un fracas inouï déchira l'air. Le pont s'effondra dans une explosion monstrueuse, projetant flammes et débris dans le ciel. Le souffle secoua la terre. Sans l'innocente interruption de cet enfant, le président et tout son cortège auraient été engloutis dans un attentat préparé avec une précision implacable. Si vous pensez que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin de ce récit. Le chaos qui suivit l'explosion était indescriptible. Les flammes s'élevaient du pont de Samandéni, engloutissant poutres et câbles, tandis que des gerbes de fumée noire s'échappaient vers le ciel. Les gardes présidentiels, abasourdis, tirèrent instinctivement leurs armes. Certains se jetèrent sur le président Ibrahim Traoré pour le protéger. D'autres scrutèrent les collines environnantes, redoutant des tireurs embusqués. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'un plan minutieusement préparé. En effet, les premières constatations révélèrent des traces d'explosifs placés sous l'ouvrage. Le calendrier de l'attentat ne laissait aucun doute si le convoi avait traversé le pont à l'heure prévue, il aurait été anéanti. Ce retard de quelques minutes, causé par la présence inattendue d'une enfant, avait changé le cours de l'histoire. Traoré, le regard encore fixé sur les débris fumants, prit conscience de la fragilité de son existence et du rôle du hasard ou de la providence dans la survie d'un dirigeant. La petite fille tremblante, mais toujours debout, tenait son dessein taché de poussière. Dans ses traits maladroits, on distinguait pourtant clairement la silhouette d'un homme en uniforme devant le drapeau du Burkina Faso. L'innocence de ce geste contrastait avec la noirceur du complot qui venait d'échouer. Les gardes échangèrent des regards lourds de sens, il ne s'agissait plus seulement d'une menace locale. Un tel dispositif explosif, installé si près de la frontière et sur une voie stratégique, laissait penser à une organisation disposant de moyens importants et de complicité. L'ombre d'intérêts étrangers planait déjà dans les esprits. À cet instant, le président comprit que son retour vers la capitale ne serait pas un simple voyage, mais le prélude à une enquête nationale et internationale. Pourtant, avant tout, il posa une main ferme mais bienveillante sur l'épaule de l'enfant. Sans elle, le Burkina Faso aurait pu perdre son chef. Sans elle, l'Afrique entière aurait appris la nouvelle d'un assassinat qui aurait bouleversé le continent. Mais ce n'était que le commencement, car derrière cette explosion se cachait une guerre de l'ombre, bien plus vaste que ce que l'on pouvait imaginer. Le vacarme de l'explosion résonnait encore lorsque la stupeur fit place à la colère. Les membres de la garde présidentielle se mirent en mouvement, balayant la zone d'un regard perçant. Des détonations secondaires retentissaient au loin, preuve que plusieurs charges avaient été placées pour s'assurer de la destruction totale du pont. Les communications radio crépitaient, l'attentat était confirmé. Au cœur de cette confusion, le président Ibrahim Traoré demeurait debout, couvert de poussière, mais indemne. Les regards de ces hommes se posaient sur lui avec une intensité particulière, il venait de comprendre qu'un miracle avait eu lieu. Le simple geste d'une enfant, sortie de nulle part, avait déjoué un piège conçu pour faire tomber tout un État. Le commandant de la sécurité. La mâchoire crispée s'approcha du président. « Excellence, il faut quitter immédiatement la zone. Le périmètre n'est pas sûr. » Mais Traoré, au lieu de fuir, s'agenouilla de nouveau devant la fillette. Ses yeux sombres, chargés de gravité, croisèrent ceux de l'enfant. Elle tremblait toujours, tenant son dessein froissé, comme un talisman.
Les gardes, habitués à obéir aux ordres froids du protocole, furent bouleversés par cette image, leur chef suprême, rescapé d'une tentative d'assassinat, choisissant de réconforter une enfant avant même de songer à sa propre sécurité. Ce contraste frappa l'esprit de chacun. Comme un éclair, ici se trouvait la véritable force du leadership. Non pas dans les armes, mais dans l'humanité. Pourtant, au-delà de cette émotion brute, une autre question s'imposait déjà. Qui avait osé organiser une telle attaque? Et dans quel but? À Ouagadougou, la nouvelle de l'attentat manqué se répandit comme une traînée de poudre. Les premières rumeurs parlaient d'un pont détruit d'un président disparu. Les radios locales interrompirent leur programme pour donner la parole à des témoins bouleversés. Lorsque la confirmation arriva enfin que le président Ibrahim Traoré était vivant, la capitale entière éclata en prières et en chants de gratitude. Mais derrière la liesse se cachait une inquiétude sourde. Les habitants savaient que le Burkina Faso traversait une période d'instabilité entre menaces terroristes, rivalités régionales et pressions internationales. Cet attentat n'était pas un acte isolé. Il s'inscrivait dans une guerre invisible où l'enjeu était l'avenir même du pays. Les chancelleries étrangères réagirent rapidement. À Paris, le Quai d'Orsay déclara suivre de près la situation et condamna toute tentative de déstabilisation. À Moscou, un communiqué évoqua un avertissement lancé contre la souveraineté africaine. À Washington, les mots furent plus mesurés, mais soulignèrent la nécessité d'un Burkina Faso stable et résilient. Ces prises de position, bien que prudentes, trahissaient une évidence, l'attaque visait bien plus que la vie d'un homme. Elle visait à tester la solidité d'un État et la détermination d'un peuple. Dans les rues de Koudougou, proche du pont effondré, les habitants accouraient pour observer les débris fumants. Beaucoup murmuraient que seule la main de Dieu avait pu sauver le chef de l'État. D'autres voyaient déjà dans la fillette une figure providentielle, une incarnation de l'innocence opposée à la barbarie. Désormais, l'heure n'était plus seulement à l'émotion, le Burkina Faso devait comprendre l'ampleur de la menace et s'y préparer. À Ouagadougou, le retour du président fut marqué par un silence inhabituel dans les rues. Les visages exprimaient à la fois la peur et le soulagement. Pour la population, l'attentat déjoué représentait une fracture psychologique, la prise de conscience brutale que leur pays dirigé par Ibrahim Traoré n'était pas seulement en guerre contre l'insécurité interne, mais qu'il faisait désormais l'objet d'attaques d'envergure planifiées avec précision. Les marchés d'ordinaire bruyants bruissaient de conversations inquiètes. Les commerçants racontaient que si le président avait péri, le pays aurait sombré dans le chaos. Les familles le soir priaient à haute voix comme pour conjurer un danger invisible qui pesait encore sur la nation. Dans les villages du Mouhoun, certains habitants affirmaient avoir vu des étrangers rôder près du pont les jours précédents. Ces rumeurs, relayées de bouche à oreille, accentuaient la suspicion d'une main extérieure. Sur le plan politique, le choc fut immédiat. L'Assemblée nationale se réunit en urgence. Les députés, habituellement divisés, observèrent une rare unité. Tous réclamèrent une enquête approfondie et des mesures renforcées de sécurité nationale. Les opposants les plus virulents suspendirent leurs critiques, déclarant que, dans ces moments, la nation doit se rassembler derrière son chef. Cette atmosphère de solidarité ne masquait cependant pas une réalité plus sombre. L'attentat révélait les failles béantes de la sécurité intérieure. Si un tel plan avait pu être mis en place sans être détecté, que pouvait-il se produire demain? La suite allait montrer que l'impact de cette tentative d'assassinat ne se limitait pas à la peur, il allait transformer profondément la scène politique et sociale du Burkina Faso. Dans les jours qui suivirent, l'attentat manqué devint un tournant politique. Le président Ibrahim Traoré convoqua une réunion extraordinaire au palais de Kossiam. Ministres, chefs militaires et représentants de la société civile furent appelés à dresser un plan de riposte. Le message était clair. L'attaque contre le pont de Samandéni ne visait pas seulement l'homme, mais l'avenir du Burkina Faso. Devant ses collaborateurs, Traoré prononça des paroles lourdes de sens. Un pays qui ne protège pas ses ponts ne protège pas ses enfants.
Nous devons reconstruire non seulement les routes, mais la confiance. Ces mots résonnèrent bien au-delà des murs du palais. Dans les quartiers populaires, on vit apparaître des comités de vigilance spontanés. Les habitants s'organisèrent pour surveiller les axes routiers, persuadés que la sécurité nationale ne pouvait plus reposer uniquement sur l'armée. Des associations de femmes lancèrent des campagnes de solidarité autour de la petite fille qui avait sauvé le président. Pour beaucoup, elle incarnait désormais une nouvelle génération prête à défendre la patrie. Politiquement, l'attentat accrut la légitimité de Traoré. Même ses adversaires reconnurent que sa survie tenait du miracle et que sa présence au pouvoir symbolisait la résilience du pays. Mais en même temps, cette aura nouvelle fit naître des attentes immenses, réforme de l'armée, lutte contre les infiltrations étrangères, protection des civils. La population galvanisée par l'émotion ne voulait plus seulement un chef rescapé, mais un leader capable de transformer la douleur en renaissance. Ce climat de ferveur et de défiance ouvrait la voie à une question cruciale. Comment la communauté internationale allait-elle interpréter cet événement et y réagir? À Washington, la tentative d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré fut analysée avec une attention particulière. Les services de renseignement américains publièrent rapidement une note confidentielle évoquant la possibilité d'une opération montée par des groupes armés transnationaux actifs dans la région sahélienne. Mais derrière les murs du Pentagone et de la Maison-Blanche, une autre lecture circulait. L'attentat visait un homme qui incarne un basculement stratégique en Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré avait renforcé les alliances régionales avec le Mali et le Niger, multiplié les partenariats sécuritaires avec la Russie et la Turquie, et pris ses distances avec certaines structures occidentales. Pour de nombreux analystes américains, cela faisait de lui une cible évidente pour des forces hostiles au changement d'équilibre dans la région. Les médias aux États-Unis relayèrent la nouvelle avec prudence, mais le débat surgit immédiatement dans les cercles politiques. Fallait-il voir dans cet attentat une tentative interne liée aux tensions locales ou un signal envoyé par des puissances étrangères, soucieuses de protéger leurs intérêts? Le New York Times titra « Burkina Faso, la survie d'Ibrahim Traoré questionne la stabilité du Sahel ». Dans ce contexte, la question dépassait le simple destin d'un homme. Pour Washington, l'attentat de Samandeni représentait un test grandeur nature. L'Afrique de l'Ouest allait-elle continuer à échapper à son orbite d'influence ou au contraire retomber dans une dépendance sécuritaire classique? Mais les États-Unis n'étaient pas les seuls à scruter l'événement en Europe, en Russie et même en Chine. Les réactions révélèrent des visions du monde profondément divergentes. En Europe, la réaction fut teintée d'embarras. À Paris, les autorités condamnèrent officiellement l'attentat contre le président Ibrahim Traoré. Mais les médias rappelèrent aussitôt la rupture brutale entre Ouagadougou et l'ancienne puissance coloniale. Certains éditorialistes français évoquèrent une spirale incontrôlable au Sahel, d'autres soulignèrent que la survie du chef d'État renforçait paradoxalement sa stature auprès des peuples africains. À Moscou, la réaction fut bien différente. Le ministère russe des Affaires étrangères publia un communiqué affirmant que la tentative d'assassinat démontre la peur de certains acteurs face à une Afrique qui reprend son destin en main. Sur les chaînes russes, l'image d'un Traoré rescapé fut utilisée pour illustrer la résistance africaine contre l'influence occidentale. La Chine, plus discrète, se concentra sur le discours de stabilité et de développement. Ces médias officiels soulignèrent que la sécurité des infrastructures, comme les ponts et les routes, était essentielle pour l'avenir économique du Burkina Faso, offrant implicitement une ouverture à la coopération. Au sein de l'Union africaine, l'événement provoqua une onde de choc. Plusieurs chefs d'État exprimèrent leur solidarité et appelèrent à une enquête internationale. Mais au-delà des déclarations, chacun comprit que l'attentat de Samandeni redéfinissait le rapport de force. Un président africain avait échappé à une mort certaine grâce à une circonstance imprévisible, et cette survie changeait la perception de son leadership. Dès lors, une évidence s'imposait. L'histoire ne retiendrait pas seulement l'attentat manqué, mais aussi la manière dont Ibrahim Traoré
allait transformer cette épreuve en un levier politique pour l'avenir du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Quelques jours après l'attentat manqué du pont de Samandéni, de nouveaux éléments émergèrent. L'enquête menée par la gendarmerie révéla que les explosifs utilisés n'étaient pas de fabrication artisanale, mais provenaient d'un stock militaire sophistiqué, difficile à obtenir sans appui logistiques importants. Cette découverte changea la nature du dossier. Il ne s'agissait plus seulement d'un complot local, mais d'une opération coordonnée, probablement appuyée par des réseaux extérieurs. Pour le président Ibrahim Traoré, ce constat fut un choc, mais aussi une révélation. Ce qu'il avait pressenti depuis longtemps prenait forme. Le Burkina Faso n'était pas seulement une cible des groupes terroristes errants, mais bien l'enjeu d'une bataille géopolitique plus vaste. Sa survie sur le pont de Samandéni n'était pas un simple hasard, elle devenait un symbole. Dans ses discours, Traoré adopta alors un ton nouveau, plus ferme, plus solennel. Ce qui s'est passé n'est pas une attaque contre un homme, c'est une attaque contre la souveraineté et la dignité de notre nation. Et cette dignité, nous ne la céderons jamais. Ces paroles, retransmises à la radio nationale, galvanisèrent la population. Dans les villages, comme dans les villes, les Burkinabés commencèrent à voir en leur président non seulement un chef d'État rescapé, mais un symbole vivant de résistance. Pourtant, ce n'était que le premier aspect du tournant. Car l'événement allait aussi modifier profondément la place du Burkina Faso dans l'équilibre international. L'impact international de l'attentat manqué ne tarda pas. Plusieurs capitales, jusque-là prudentes, commencèrent à revoir leur approche vis-à-vis du Burkina Faso. L'image d'un président ciblé par des forces obscures mais sauvé par le destin fit le tour des réseaux sociaux africains. Partout, on partageait la même idée. Si Ibrahim Traoré avait survécu, c'était parce que l'histoire lui confiait une mission particulière. À Ouagadougou, les manifestations de soutien se multiplièrent. De jeunes étudiants brandissaient des pancartes où l'on lisait « Samandéni ne nous a pas pris, notre président, il nous l'a rendu plus fort ». Dans les casernes, les officiers promettaient fidélité et vigilance accrue, conscients que l'armée devait désormais être le rempart de la nation. Ce climat renforça considérablement la stature de Traoré. Son autorité ne reposait plus uniquement sur sa fonction, mais sur un récit collectif, celui d'un homme que la mort avait frôlé, mais qui s'était relevé pour incarner la survie de tout un peuple. Aux yeux de ses partisans comme de ses adversaires, il devenait difficile de contester sa légitimité, sans apparaître comme complice des forces qui voulaient sa disparition. Ainsi, le pont de Samandéni, autrefois simple infrastructure régionale, entra dans l'imaginaire national comme le lieu d'un miracle politique. Et Ibrahim Traoré, d'homme d'État contesté, se transforma en figure historique destinée à peser bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le Burkina Faso venait de frôler la tragédie, mais de cette épreuve naquit une nouvelle espérance. L'attentat de Samandéni aurait pu plonger le pays dans le deuil et l'instabilité. Au lieu de cela, il révéla la force d'un peuple uni et la résilience d'un dirigeant qui refusa de plier. Ibrahim Traoré sortit de cette épreuve non pas comme une victime rescapée, mais comme un symbole de courage et de dignité. Dans les villages, on raconte déjà l'histoire de cette fillette qui, par un geste anodin, a sauvé la vie du président. Son dessin simple et maladroit est devenu une icône, l'image d'une nation fragile, mais debout, prête à se battre pour son avenir. Les Burkinabés savent désormais que chaque voix, chaque acte même, le plus petit, peut changer le destin d'un pays. Traoré lui-même résuma ce sentiment par une phrase qui marqua les esprits « Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous levons pour le devenir. » Si vous croyez vous aussi que le Burkina Faso et l'Afrique ne doivent plus jamais plier sous le poids de la peur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à suivre le chemin d'un continent qui refuse de baisser la tête. Que Dieu bénisse l'Afrique.